Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, on est le 8 mars, donc c'est la journée internationale des droits des femmes et je tenais à faire une vidéo un peu spéciale là-dessus parce que je pense que ce genre de journée-là, c'est encore important aujourd'hui. Même si on a fait des avancées, des grandes avancées dans le droit des femmes, les droits des femmes en fait. Parce que, on peut entre autres penser à tout ce qui est droit à l'avortement, qui est encore débattu dans plusieurs pays, ou encore un autre, j'allais dire petit, mais un autre grand exemple, c'est la tuerie de la Polytechnique de Montréal. C'était le 6 décembre 89 et je sais que ça remonte un peu, mais c'est ça, ça l'avait fait 14 victimes femmes, c'est toutes des femmes. Il y avait aussi eu des blessés, mais toutes les morts, c'était des femmes. Et en 1999, il y avait eu une plaque commémorative de l'événement pour se rappeler des victimes. Et dessus, on parlait juste d'une tuerie avec des morts tragiques. Et c'est seulement en 2019 que la plaque commémorative a été changée pour dire que c'était une tuerie antiféministe. Donc, ça a pris 30 ans entre l'événement entre l'événement et le moment où ce qu'on s'est dit, ok, ouais, c'est un événement antiféministe, c'était un événement contre les femmes, donc une espèce de gros féminicide. Et juste pour vous dire, cet événement-là, c'est la plus grande tuerie en milieu scolaire au Canada. Fait que c'est quand même un gros événement, genre négatif, mais c'est quand même un gros événement. Et 30 ans pour reconnaître que c'est une tuerie genre contre les femmes, c'est beaucoup de temps. Puis c'est beaucoup trop de temps. Alors même que genre des victimes qui ont été blessées, genre on dit avoir entendu le tueur dire que c'est un genre il faisait ça contre les femmes, que les maudites féministes genre il était blablabla, puis tout ça, même le tueur l'a dit lui-même que c'est qui attaquait que les femmes, que c'est contre les femmes, et ça a pris 30 ans avant qu'on définisse son acte comme étant antiféministe. Et dans la société d'aujourd'hui, en fait, toujours les mots ont été très importants parce que si on n'utilise pas les bons termes, on ne peut pas reconnaître les problèmes qu'on a dans la société. Et justement, avant, on ne reconnaissait pas cette tuerie-là comme étant contre les femmes. Donc, on disait juste, ok, ben c'est une tuerie qui a juste atteint les femmes, mais c'est pas le problème, c'est pas le genre de la personne, c'est juste un malade mental, puis c'est ça. Mais en utilisant les bons termes, c'est vraiment à ce moment-là qu'on requalifie la problématique et qu'on peut réellement l'approcher. Donc, je vais pas plus m'attarder là-dessus parce que je pourrais comme parler de ça pendant des heures parce que j'ai un peu des opinions. En fait, je suis féministe, donc c'est ça qui est ça. Mais c'est ma petite longue introduction sur le sujet. Tout ça pour dire que je trouve que c'est encore d'actualité comme discussion. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de livres soit féministes. En fait, j'ai fait 3 catégories. La première catégorie, j'ai pas sorti plusieurs livres. C'est ma plus petite catégorie, c'est des livres traitant de la condition des femmes. La deuxième catégorie, c'est des autrices que j'admire, que je trouve inspirantes
Et la troisième catégorie, c'est des livres qui ont des personnages féminins que je trouve inspirantes. Puis j'ai été vraiment au sens large. Et à chacun des livres, ben évidemment, je vais vous expliquer un peu le pourquoi, du comment je les ai choisis pour ma vidéo. Donc, on y va. Donc, pour la première catégorie, la catégorie de livres traitant de la condition des femmes, c'est pas le livre, la catégorie que j'ai lu le plus de livres, même que les 2 livres que j'ai choisis, je les ai pas lus, ou du moins pas encore finis. Ben, j'ai entremis comment le féminisme va ruiner ta vie pour mieux la je recommence. Comment le féminisme va ruiner ta vie pour mieux la reconstruire, promis, de Fanny Vedren. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas encore terminé. Je trouvais la lecture intéressante, mais tu sais, c'est ça. C'est ce que je trouve intéressant dans son livre, c'est qu'elle le séparait ben justement ben en chapitres, mais comme plus en sous-sections. Fait que comment le féminisme va ruiner ta vie sexuelle pour mieux explorer ton corps et apprendre à refuser ce que tu ne désires pas. Comment le féminisme va ruiner ta vie amicale pour te diriger uniquement vers les personnes qui te comprennent et te soutiennent entièrement. Pour l'instant, ben ça, j'ai juste lu l'introduction et le premier chapitre qui porte sur la famille et pour enfin mieux explorer ton indépendance. Fait que le premier chapitre, j'avais trouvé super intéressant. Mais tu sais, ça, c'est un livre un peu plus, ben pas scolaire, là, mais tu informatif. C'est un peu moins ça que je lis. Mais c'est quand même intéressant parce que justement, l'autrice, elle, à travers ces informations, ben, donne des exemples de sa vie personnelle. Fait que je trouvais ça intéressant. Et l'autre livre, je me l'étais acheté, mais finalement, je vais le donner. C'est La Servante écarlate de Margaret Wood. Je l'ai... Je m'excuse, je me prépare jamais vraiment. Tu sais, je prépare mon sujet globalement pour mes vidéos, mais je me prépare jamais de texte et j'y vais de même sur le fly. Fait que souvent, je me prépare pas mentalement des points. Fait que c'est pour ça que je cherche souvent mes mots. Bref, je reviens sur le sujet. Donc, en gros, tu sais, c'est un livre qui porte sur... Ben, tu sais, dans un monde dystopique où ce que les femmes sont utilisées comme des incubateurs pour avoir des bébés. Et genre les seules personnes qui peuvent avoir des problèmes de fertilité, c'est les femmes. Fait que c'est comme on blâme les femmes pour leurs problèmes d'infertilité, mais genre les utilise pour leur fertilité. Fait que c'est comme c'est ça. Puis c'est comme un des grands livres qui traite des conditions des femmes parce que justement, ben, pendant longtemps et encore aujourd'hui, la femme est souvent réduite, les femmes sont souvent réduites à leur fertilité, entre autres encore une fois sur ce qui est avortement, question de l'avortement, des contraceptifs, c'est souvent la femme qui doit prendre la pilule, qui doit genre ou se mettre un stérilet ou des trucs du genre. C'est à part le condom, que c'est l'homme qui le porte, ben le reste des outils qui sont utilisés pour contrôler les activités sexuelles, ben c'est la responsabilité de la femme. Donc c'est un peu un livre ben pas qui dénonce ça, mais qui traite de ce sujet-là. Puis ben ça, je me souviens plus si je l'ai lu au secondaire. Je pense que je l'ai lu en anglais au secondaire. Puis vu que c'est un livre obligatoire, évidemment, je l'avais pas aimé. C'est pour ça que je me l'ai été acheté pour pouvoir le lire avec une nouvelle vision. Mais ça l'a juste comme jamais vraiment donné. Fait que si je veux le lire, je l'emprunte à la bibliothèque.
Fait que c'est ça pour la première partie de ma vidéo. Maintenant, la deuxième partie, c'est des autrices que je trouve inspirantes et j'ai montré, pour chaque autrice, je vais montrer un de leurs livres. Donc la première, c'est Émilie Guillon de Chemillé. Je l'ai rencontrée via Bookstagram et vraiment c'est une femme pétillante. Puis son livre c'est un de ses livres c'est Latin Fever. C'est sur la vie de Marie-Lou qui, genre, à travers, elle a un peu plein de difficultés, plein de petites difficultés, on va dire, dans sa vie. À l'école, c'est pas nice parce que elle se fait... la gang de Pauline, en fait, genre, arrête pas de la rabaisser à l'école. Faut qu'elle choisisse son cursus universitaire. Sa vie amoureuse, ben, il se passe rien. Fait que ses amis, pour essayer de la remonter, ben, vont la porter à un cours de salsa parce qu'elles savent que leur ami adore les rythmes latinos. Donc, ce cours-là va changer vraiment la vie de Marie-Lou parce qu'elle va rencontrer Sébastien qui est arrivé à Montréal récemment. Lui, il veut profiter vraiment de la vie parce que c'est pas exactement s'il va rester après la fin de son visa, s'il va réussir à en avoir un autre ou quoi que ce soit. Donc lui, il vit vraiment sa vie à 100%. Et donc il veut profiter des plaisirs de la vie et surtout danser la bachata. Donc c'est ça. Et pour parler un peu plus de Amy, j'adore vraiment sa personnalité. Elle est vraiment pétillante. Puis on le voit dans son style d'écriture. Je la suis depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. Puis on voit vraiment qu'elle se met qu'elle se donne à 110% dans ce qu'elle fait. Je la vois souvent justement danser. Elle publie souvent des vidéos de elle qui danse et ça paraît qu'elle adore ça. Et ça paraît qu'elle a mis une partie d'elle dans son livre. Et c'est vraiment beau à voir. Je trouve ça vraiment inspirant parce que justement, ben, c'est pas tout le monde. Je sais que genre, je me donnerais pas autant qu'elle parce que j'aurais peur justement du ridicule, que les autres comprennent pas nécessairement ce que je veux dire ou qu'ils prennent justement mes passions puis qu'ils rient de moi à cause de tout ça. Mais elle, vraiment, elle fonce à 100%. Puis elle a vraiment comme peur de rien. Puis je trouve ça vraiment inspirant. Puis justement, une autre personne qui pétille aussi, c'est Jessie Riendo, qui a écrit Les trèfles s'échassent en avril. Celui-là, c'est le premier tome. Ça parle de Avril McCurdy, qui est une jeune Québécoise de 28 ans. Et elle va partir à San Diego pour... pourquoi pas. Mais c'est ça, elle veut un vent de changement, donc elle s'en va à San Diego. Et évidemment, toutes les bad luck lui arrivent. Mais une chance que c'est les frères, ça fait un petit bout que je l'ai lu, je m'en excuse. Donc je me base un peu sur le résumé pour vous en parler. Donc ça, elle rencontre les frères Diaz qui l'aident genre plus qu'elle s'en serait attendue. Et encore une fois, excusez-moi, je vais me déplier un peu les jambes. Encore une fois, on retrouve vraiment la belle énergie, genre le petit quelque chose qui fait de Jessie, que Jessie est elle-même. On retrouve tout ça dans son personnage de Avril. J'ai l'impression que Jessie va tout retourner les
les événements un peu plus négatifs, ben, elle va trouver le bon côté. À chaque fois que je l'ai rencontrée, soit dans les salons du livre ou encore au lancement des éditions Loélie, la maison d'édition pour son livre, à chaque fois que je l'ai vue, elle avait toujours un super gros sourire, genre super pétillante. Tout le monde qu'elle rencontre, qui viennent la voir, ben, les accueille avec un gros sourire. Même si c'est la première fois qu'elle les voit, ben, elle est super contente, super énergétique. Énergique. Puis c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est une belle énergie, vraiment good vibe, genre wow. Bon, je continue avec Diana Bellis. Elle, je l'admire pour les sujets qu'elle traite dans ses romans. Parce qu'elle a entre autres fait 2 livres dans la collection Tabou. Il y a Filles à vendre et il y en a un autre, c'est Non, c'est non. Pour l'instant, j'ai juste lu Filles à vendre dans cette collection-là d'elle. Mais j'ai aussi lu un autre de ses livres dont j'ai oublié le nom et que j'en ai pas proche. Mais bon, j'ai lu un autre de ses livres aussi, mais qu'elle a publié chez les éditions Hugo. Et dans ce livre-là, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les éditions, la collection Tabou, c'est ben, chaque tome traite d'un sujet tabou qui est moins parlé dans la littérature. Et justement, dans celui-là, c'est vraiment les genre filles à vendre, donc je sais pas si je peux le dire le mot, mais comme la prostitution, donc les personnes qui se vendent, mais dans ce cas-ci, c'est Leila, c'est une jeune fille de 15 ans, ben elle est pas consentante. Genre, cette profession-là, l'important, c'est de consentir à ce qui arrive, et dans ce cas-ci, Leila ne l'est pas, et c'est ça, c'est un sujet difficile à lire, mais genre, je trouve que Diana l'approche d'une belle façon. Dans l'autre livre que j'ai oublié le titre, elle traite entre autres justement les 2 personnages principaux grandissent dans un milieu difficile, plus défavorable, que soit un peu plus de crimes, de criminalité. Et les personnages ben, vont s'attacher l'un à l'autre parce que justement, les 2 peuvent se comprendre, ils peuvent échanger sur leurs expériences et tout ça. Puis je trouve que Diana Bellis, elle a vraiment une belle approche quant à ces sujets-là. Elle y va vraiment de façon douce et bienveillante, et je l'admire vraiment pour ça. Il y a aussi Audrey McNichol. Je m'excuse, j'ai vraiment de la difficulté avec les noms. C'est pas que j'aime pas ces personnes-là, mais c'est ça. J'ai choisi ce livre-là de vous montrer ce livre-là parce que pour l'instant, c'est le seul que j'ai lu. Mais je trouve que Audrey, elle est vraiment inspirante pour justement sa présence dans le monde littéraire québécois. J'ai l'impression qu'elle est vraiment sur qu'elle est une étoile montante dans le domaine. Et oui, il y a beaucoup d'autrices dans le monde littéraire, mais au Québec, je trouve qu'il y en a un peu moins. Et je trouve ça beau à voir. Ben, pas qu'il y a moins d'autrices, c'est pas ça que je veux dire, mais il y en a moins qui sont beaucoup connues. Puis je trouve ça inspirant de voir une autrice de plus en plus connue, une autrice québécoise. Du moins, c'est peut-être moi qui la vois partout, mais j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus connue. Et je trouve ça inspirant. Et c'est ça. Et sinon, il y a aussi Mouna Bousluk, que j'ai découverte aussi via Bookstagram. On a commencé à faire des challenges sur Bookstagram.
il y a des personnes parfois qui organisent des challenges et on s'est retrouvés dans la même équipe. Et je trouve que Mouna, elle est inspirante parce que elle fait des petits livres en auto-édition. Déjà là, c'est beaucoup de travail d'écrire un livre, mais en plus de faire tout ce qui est justement l'envoyer, trouver une place où les vendre, faire la publicité, tout. Quand on publie en maison d'édition, il y a comme plein de personnes qui nous aident et c'est super. Chacun ses choix. Mais en auto-édition, ben, c'est soi-même qui fait tout. Et c'est quand même une grosse charge de travail. Et genre, Mouna fait ça par elle-même. Je trouve ça vraiment beau. Fait que c'est ça. Donc, c'était les 5 autrices que je trouve inspirantes. Donc, Jessie Rado, Diana Bellis, Audrey McNichol, Mouna Bouslouk et Amy de Chemie. Et maintenant, pour la dernière catégorie, je vous rappelle, c'est la catégorie de livres avec des personnages inspirants et des personnages féminins inspirants. Et 4 des 5 livres, je l'ai lu, mais en fait, il y a lui, Elles ont fait l'Amérique de Remarquables oubliés de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, que je n'ai pas encore lu. Mais genre, un jour, je vais le lire. Mais c'est ça, ils ont fait 3 tomes, 3 livres dans cette collection-là. Mais les 2 autres, c'est pas nécessairement centré que sur les femmes. Mais celui-là, justement, est centré autour des personnes, des femmes marquantes qui ont marqué l'Amérique, d'où le titre. Et je l'ai acheté justement parce que je trouve ça tellement beau de voir qu'il y a des personnes qui se sont penchées sur les personnes qui ont marqué l'Amérique. Puis c'est ça, pour chaque personne, il y a une... j'avais oublié. Donc, je m'étais mis des post-it justement à un moment donné parce que je l'avais mis dans ma palle et je l'avais séparé par nombre de pages que je voulais lire. Mais je me suis pas encore penchée dessus. Mais c'est ça. Fait qu'il va y avoir une image, le nom de la personne. Fait que dans ce cas-ci, c'est Esther Wheelwright. Une âme à prendre. Donc, il y a l'image, le nom. Et à la page suivante, ça va montrer où cette personne-là a été la plus active. Donc, dans ce cas-ci, c'est à Québec, à Anna Norridgewock, c'est une ville dans le Maine, à Wells et dans le Maine et à Wolinak. Puis à chaque personne, puis après ça, il décrit un peu sa vie. Puis à chaque personne, il refait la même affaire. Fait que là, pour Marie Brazo, la tournée de la patronne, il montre une image. Et encore une fois, où ils ont été le plus actifs. Donc dans ce cas-ci, Québec et Montréal. Donc je trouve, c'est quand même une petite brique de plus que 400 pages. Puis, c'est ça, c'est quand même plus, pas académique, mais plus informatif. Fait que, c'est en partie pour ça que je me suis pas encore penchée. Mais, c'est ça, je trouve que le concept, il est vraiment wow. Puis, c'est ça. Sinon, j'ai mis les McCoy. J'ai pris le premier tome, mais dans toute la série, je trouve que les personnages, genre il y a plusieurs personnages féminins très forts, très inspirants. J'ai juste parlé du personnage principal, mais il y en a plein d'autres dans la série d'autres femmes très inspirantes. Donc, c'est Phèdre qui se retrouve d'un jour à l'autre
plongée dans la vie des clans d'Écosse. Elle qui pensait que ça n'existait plus, ben, elle apprend rapidement que qu'il existe encore, du moins dans ce monde-là. Et elle se retrouve malgré elle entraînée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Donc, c'est ça, elle réalise rapidement qu'elle est une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Et à travers tout le roman, toute la série en fait, elle va peu à peu monter des projets pour faire en sorte que les femmes soient plus libres dans cette société-là. Parce que c'est justement, c'est un monde très traditionnaliste qui, genre, c'est les hommes au pouvoir. C'est pas, évidemment, dans les classes, c'est pas tout le monde qui pense de même. Mais tu sais, les règles sont très strictes. S'il y a quelqu'un qui déroge des règles, ben, ils se font punir. Et ben, il y a des femmes qui se font. Ben, ouais, il y a des femmes qui se font punir. Elles n'ont pas le droit de partir des clans sans en avoir la permission et tout et tout. Et justement, ben, Phèdre va construire des plans pour faire en sorte que ces règles-là changent. Fait que c'est ça, je la trouve vraiment inspirante. Un autre personnage que je trouve inspirante, c'est c'est quoi son nom? Oh, je trouve pas son nom. C'est. Ok, je m'excuse, je me souviens plus de son nom. Ça fait tellement longtemps que je l'ai lu. Mais. Mais c'est ça. Euh, faut que. Faut que je retrouve son nom. Donc, bon, je l'ai retrouvé, c'est Liselle. Euh, Déjà, le contexte du livre rend la situation comme une couche de plus. C'est durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on se rappelle, dans les années, entre 1939 et 1945. Et on se rappelle aussi que dans ces temps-là, le droit des femmes était plus restreint. L'éducation n'était pas nécessairement la priorité pour les femmes. Pourtant, Liselle va un peu genre contourner les règles pour aller voler des livres et parce que genre, elle adore lire, elle veut s'éduquer, tout ça. Puis, tu sais, malgré le temps de guerre, genre, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je la trouvais, ben, pas, oui, inspirante, mais tu sais, c'est, ouais. Ben, ça, je sais pas comment dire ça, parce que, genre, c'est quand même un temps de guerre, fait que, je veux pas romantiser ce qui c'est, genre, son histoire ou rien, mais ça, je trouve, elle enfreignait les règles pour pouvoir s'éduquer euh, tout en restant assez discrète pour justement pas se faire papa ou tuer. Mais c'est ça. Je vais m'arrêter là avant de plus m'enforcer parce que je sais plus trop quoi dire. Euh, donc, Marguerite dans le royaume de l'Anassie. Je trouve son personnage vraiment beau. Petit résumé du livre, c'est, ben, du moins du premier livre, Marguerite, elle apprend à 14 ans, à partir de, ouais, genre à sa fête de 14 ans, elle apprend qu'elle a du sang de sirène. Euh, En fait, elle est en partie sirène, en partie humaine, elle peut se transformer et elle apprend que sa mère, c'est la reine euh, du royaume de l'Enassi avec son oncle à elle. Et il va y avoir une compétition. Puis ben, elle apprend aussi qu'elle a un frère jumeau, Hosh, qui lui est à 100% sirène, il peut pas se changer en humain. Euh, et ils vont rentrer dans une compétition
pour voir qui va devenir le prochain couple de roi et reine sur le royaume de Lenassi. Et ben, c'est pas toutes les personnes qui jouent la partie de façon loyale. Il y a leurs cousins et cousines Jesse et Jack qui contournent souvent les règles, qui déjouent un peu le but c'est de déjouer les adversaires pour comme être en première place, mais c'est ça, ils font vraiment à la déloyale et ils contournent les règles et tout ça. Puis ce que je trouve beau du personnage de Marguerite, c'est que malgré son jeune âge, elle aurait facilement pu faire comme je sais pas, ben pas se battre là, mais faire comme hey, genre réagir moins bien face à tout ça. Mais à chaque fois, ben comme ok, laissez-les aller. Genre, on fait notre propre affaire. S'ils veulent jouer à la déloyale, on va trouver une façon de comme les déjouer tout en restant dans les règles et en ne trichant pas. Puis, tu sais, c'est ça. Elle reste droite, elle reste fière, elle garde ses valeurs. Puis, je trouve ça beau. Et finalement, Libère-moi de Sophie Camus-Auguin. Autant c'est une autrice qui m'inspire, autant dans ce livre-là, dans Libère-moi, il y a un personnage féminin qui m'inspire beaucoup. Donc, pour Sophie, encore une fois, pas encore une fois, mais elle aussi, comme Mouna, elle publie ses livres en auto-édition. Donc, c'est vraiment encore du travail pour elle aussi. Mais aussi, j'ai pu, entre autres, lire ce livre-là en avant-première. Elle m'avait demandé de le lire parce que c'est un livre qui se passe au Québec et elle voulait faire en sorte que ça sonne le plus québécois que possible puisque elle est française. Donc, déjà là, puis en plus aussi, c'est ça, ce livre-là, ça se passe dans un refuge animalier. Donc c'est ça. Genre, Mégane Larose, justement, la personnage principale, elle est la directrice d'un refuge animalier. Je m'excuse, je perds mes mots. Mais elle est la directrice d'un refuge animalier. Mais disons que son financement est très restreint. Même si elle vient d'une famille avec des moyens, elle refuse quand même l'aide de ses parents parce que ses parents, ben, ils croient pas trop à son projet, puis ils préféraient comme ils préfèrent les gains financiers, fait qu'ils voudraient utiliser ce refuge-là pour faire un hôtel juste à côté, puis faire que des touristes viennent voir les animaux et tout, mais ça déréglerait les animaux, puis ça les empêcherait pour la majorité de pouvoir retourner dans la nature. Fait que Mégane, elle, c'est totalement contre ses valeurs. Elle veut rester le plus possible ancrée dans ses valeurs. C'est pour ça que malgré elle accepte un plan. Elle est contrainte d'accueillir un prisonnier dans le cadre d'un programme de réinsertion. Donc, dans ce programme-là, on lui donne des fonds pour accueillir un prisonnier pendant pendant un certain temps. Je me souviens plus exactement combien de temps. Mais par contre, dans ce gars-là, ben, il y a entre autres la maltraitance animalière dans son casier judiciaire. Fait qu'elle est comme mais j'ai besoin de l'argent pour sauver mon refuge. Fait que ok, j'ai accepté. Mais plus elle apprend à le connaître, plus elle apprend à savoir qui c'est, puis comme réaliser que il y a toujours deux côtés à une médaille. Et c'est ça que, ben, ça, mais Mégane, je trouve que son personnage est vraiment beau
parce que justement, ben, elle apprend ses erreurs, malgré ses réticences au début, ben, elle est ouverte à apprendre à connaître les autres et vraiment sa priorité numéro un, c'est de sauver le plus possible les animaux, de les voir retourner dans la nature quand c'est possible. Et c'est vraiment un beau message dans ce roman-là. Ce qui me fait revenir à l'autrice, Sophie. C'est vraiment une belle personne. J'ai pu échanger avec elle via Bookstagram. J'avais lu j'avais reçu son autre trilogie en service presse. C'est Black Haze. C'est comme ça que je l'ai connu, en fait. C'est en lisant Black Haze. Et vraiment, genre, elle a vraiment une belle énergie. C'est vraiment une belle personne. Donc, c'est ça. Et fait que c'est les 5 livres dont les personnages féminins, je les trouve très inspirantes. C'est ça. Donc, en ce jour du 8 mars, c'était tous les livres que je voulais vous parler aujourd'hui. Il y aurait plein d'autres livres que j'aurais pu vous sortir en plus, mais je pense que ma vidéo elle aurait duré genre 2 heures. Fait que je me suis restreinte. Mais j'espère vraiment que vous avez apprécié ma vidéo. Moi, j'ai vraiment apprécié la faire parce que c'est ça. Pour moi, c'est une journée importante, genre, dont il faut parler. Et donc, c'est ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, justement, des personnes connues, des autrices, des auteurs, ben, des autrices qui vous inspirent ou encore des personnages féminins qui vous inspirent. Et pour ma vidéo d'aujourd'hui, ben, c'est ça qui est ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!